Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Tout a l'air de fonctionner. Le micro fonctionne. Le PowerPoint fonctionne. On est bien en train d'enregistrer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Ça dépendra de quand vous regarderez cette vidéo. Vous êtes bien sur LDC. Vous êtes bien avec votre intervenant préféré, Hicham, qui vous a préparé aujourd'hui une petite présentation sur un sujet qui revient assez constamment, hein, qui revient assez souvent, à la fois sur LDC et ailleurs, et qui est la question du salafisme et plus généralement de l'islam politique, ce qu'on appelle l'islam politique. Et alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de dépasser un petit peu ce qui est dit dans les médias sur ces questions-là, à savoir que certaines formes de salafisme, je vais être très prudent dans ce que je vais dire, je ne vais pas généraliser, donc je dis bien certaines formes de salafisme nous pourrissent la vie, certaines formes de salafisme peuvent mener à des actions violentes, et certaines formes de salafisme peuvent être identifiées à de l'islam politique. Donc on entend beaucoup de choses sur ces questions-là, mais il y a finalement très peu d'analyse. Qu'est-ce que je veux dire par analyse ? Je veux dire une démarche de connaissance qui va au fond du concept ou du phénomène qu'on cherche à caractériser. Ça, il y en a très peu. Et donc, ayant travaillé cette question depuis un certain temps maintenant, mes premières recherches sur le salafisme elles datent de 2009, hein, à l'époque où j'étais encore en master. Et ça avait fait l'objet d'ailleurs d'un travail de fin de semestre avec un outil que je vous ai déjà présenté l'année dernière et que je vous représenterai ici. Et donc je m'étais dit que ça pourrait être sympa de partager un petit peu avec vous mon analyse pour le coup de ce courant de pensée avec qui j'ai eu maille à partir d'ailleurs. C'est ce que je raconte dans mon premier bouquin. Étant donné que, on va dire, mes premiers contacts avec la littérature islamique a été un contact avec de la littérature salafiste. On était au lendemain du 11 septembre 2001 à l'époque, et donc voilà, en tout cas, je raconte tout ça dans mon premier bouquin. N'hésitez pas à l'acheter si vous ne l'avez pas encore. Tout ça est expliqué en détail. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment donc le salafisme en tant que courant de pensée et euh, en tant que phénomène. Et à partir d'une démarche d'analyse qui, je l'espère, sera suffisamment originale pour susciter votre intérêt. Quand on s'intéresse un petit peu à la façon dont on traite le salafisme dans les médias, ou en tout cas quand on traite, je dirais, la question de l'islam politique, on trouve, je dirais, à la louche, deux grandes tendances. Une première tendance qu'on pourrait incarner par le personnage de Éric Zemmour, c'est une tendance qui va consister à dire que le salafisme, c'est en gros le vrai islam. Parce que l'islam politique, finalement, c'est l'islam tout court. Une religion, c'est politique, selon Zemmour. Hein. Donc il a plusieurs fois utilisé cette idée-là. Et donc pour lui, ça n'a pas de sens de parler. Enfin, c'est pas que ça n'a pas de sens. Ça a du sens de parler d'islam politique, mais en fait, c'est un pléonasme. L'islam est politique par nature. Et donc finalement, le salafisme ne serait pas autre chose que si on considère le salafisme comme un islam politique, on pourrait rajouter le frérisme, on pourrait rajouter le tablir aussi, qui sont assez actifs, on va dire, qui ont une activité qui peut être assimilée à des activités politiques. Bah, pour Zemmour, ça serait le vrai islam. Et finalement, un islam apolitique, ce serait un islam qui ne s'assumerait pas. Donc ça, c'est une première tendance qu'on entend souvent. La deuxième tendance, elle est incarnée par quelqu'un que je considérerais d'un peu plus sérieux, et qui est Anne-Marie Delcambre. Pourquoi je la considère plus sérieuse que Zemmour ? Bah, tout simplement parce que Anne-Marie Delcambre était islamologue.
Je crois qu'elle est morte en 2011, je crois. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, elle n'est plus de ce monde. Et elle a quand même, enfin, c'était une très bonne connaisseuse de la langue arabe et une très bonne connaisseuse du droit musulman. Donc, elle a fait toute sa carrière d'ailleurs là-dessus. Et sa position, elle est explicite dans l'un de ses derniers bouquins qui s'appelait L'Islam des interdits, en page 11, au risque de choquer, il faut avoir le courage de dire que l'intégrisme n'est pas la maladie de l'islam. Donc là, en fait, elle fait un gros croche-patte à Abdelwahab Meddeb qui parlait souvent de la maladie de l'islam pour dire que l'intégrisme, c'est finalement une maladie qui certes naît dans l'islam, c'est pas une maladie exogène à l'islam, mais ça reste une maladie, donc une anomalie en quelque sorte. Donc elle me dit que non, l'intégrisme n'est pas la maladie de l'islam, il est l'intégralité de l'islam. Il en est la lecture littérale, globale et totale de ses textes fondateurs. L'islam des intégristes, des islamistes, c'est tout simplement l'islam juridique qui colle à la norme. Donc là, je crois que c'est assez explicite. Je n'ai pas beaucoup expliqué le point de vue de Delcambre, en tout cas dans cet ouvrage. L'islam salafiste, rigoriste, intégriste, l'islamisme en fait, donc la déclinaison politique de l'islam, c'est l'islam juridique qui est appliqué. Et donc ça présuppose que l'islam juridique est le vrai islam. Bon. Ces deux points de vue n'ont pas fait l'unanimité. Hein. En gros, on va reprocher à Zemmour de ne rien connaître à l'islam, ce qui, bon, je pense, n'est pas une critique sans fondement. Hein. Je pense que Zemmour a énormément de qualités intellectuelles, malgré le fait que je ne sois pas du tout, enfin, j'apprécie pas le personnage, je le dis, mais c'est pas un imbécile. Par contre, on pourrait se poser la question de ses compétences en matière d'islamologie ou de religiologie de façon générale. Bon. Alors, Zemmour ne connaît rien à l'islam. Moi, je dirais plutôt qu'il va appliquer une grille de lecture politisante qui va essentialiser l'islam autour donc de ce facteur politique. Et forcément, il ne va pas voir autre chose. Vous savez, c'est comme quand vous mettez des lunettes rouges. Vous finissez par tout voir en rouge. Ça ne veut pas dire que les autres couleurs n'existent pas, ça veut dire que vous êtes incapable de les voir parce que vous avez mis des lunettes rouges. Donc, si on lit l'islam à partir de lunettes politiques, on ne va pas voir autre chose que de la politique. Alors, Anne-Marie Delcambre, par contre, elle, on ne peut pas dire qu'elle connaît rien à l'islam. Hein. Quand même, une carrière d'islamologue spécialiste du droit musulman, c'est pas la même mayonnaise que Zemmour. Hein. Par contre, on l'a accusé à l'époque d'islamophobie, hein, n'est-ce pas? Avec cette idée que, puisqu'on ne peut pas l'attaquer sur ses compétences et ses connaissances en islam, on va l'attaquer sur ses intentions. Donc, en fait, ce serait un racisme déguisé qui se cacherait derrière le discours de Delcambre. Sauf que, évidemment, encore une fois, c'est la même chose que Zemmour. C'est pas qu'elle était islamophobe. Enfin, peut-être qu'elle était islamophobe, hein, mais en tout cas, son argumentation se base plus, encore une fois, sur des lunettes qui sont colorées de façon à ce qu'elle n'a vu que ce qui était possible de voir avec ses lunettes. Si vous mettez des lunettes juridiques pour analyser l'islam, vous n'allez voir que du juridisme. Vous n'allez pas voir autre chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'opinions qui circulent sur la question de l'islam politique, du salafisme, etc., mais très peu d'analyses. Et quand il y a des analyses, comme avec Delcambre en général, elles sont partielles. Je ne dirais pas partiales, mais partielles. Et alors, il y a des réactions, en fait, à cette idée que le salafisme est le vrai islam. Ah, mince, je vois qu'une image est mal passée au PowerPoint, ou pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui ne seraient pas en désaccord avec cette idée que le salafisme est le vrai islam. Hein, ça ne dérangerait pas tout le monde. D'autres, en revanche, vont nous développer
une certaine argumentation, on va dire, parfois un petit peu alambiquée, avec des concepts dont on ne sait pas trop à quoi ils renvoient, pour nous expliquer qu'on ne saurait identifier l'approche littéraliste, politique, intégriste, comme disait Delcambre, de l'islam à l'islam lui-même. Cette idée de charia fractale, c'est pas pour me payer la tête du bonhomme, c'est vraiment quelque chose qu'il a développé, quoi. Bon. Laissons le bonhomme de côté, au moins il est bienveillant, c'est déjà ça. Mais alors la question que je pose, c'est vrai islam, pas vrai islam, est-ce qu'on peut changer de paradigme d'analyse à un moment donné? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre de côté ce monsieur islam dont on ne sait pas trop qui il est? Certains s'en revendiquent, d'autres, certains ont usurpé son nom. Est-ce qu'on peut laisser ça de côté et changer de paradigme? Alors, quand j'utilise cette formulation, j'utilise dans un but bien précis. C'est pas juste une formule, c'est pas juste de la rhétorique. Je fais référence avec ce concept de paradigme et de changement de paradigme à un philosophe des sciences ultra connu qui s'appelait Thomas Kuhn et qui est mort en 1996, 96 pour nos amis français, si je ne m'abuse. Et l'idée de Thomas Kuhn avec cette idée de paradigme, c'est que quand il y a un changement de paradigme, les problèmes dont on rend compte avec le nouveau paradigme ne peuvent plus être dits dans les termes de l'ancien paradigme. Donc un changement de paradigme, ce n'est pas juste un changement de point de vue, c'est un changement radical de la façon dont on parle de l'objet de connaissance. L'exemple le plus connu dans l'histoire des sciences, ça a été le passage de la mécanique classique à la mécanique quantique. N'hésitez pas à aller consulter les vidéos d'Étienne Klein sur ce sujet-là, c'est éloquent. Vous ne pouvez pas faire de la mécanique quantique en utilisant les termes de la mécanique classique. Vous ne pouvez pas partir du principe, par exemple, qu'un électron, c'est une bille microscopique. Ça, vous pouvez le dire en mécanique classique. En mécanique quantique, ça ne veut tout simplement plus rien dire, parce qu'une particule, ça n'est ni un corpuscule, ce que serait une bille microscopique, ni une onde. C'est une nouvelle entité qui est duel sur le plan de la matérialité et j'allais dire de l'ondularité, mais ça n'existe pas, mais en tout cas qui est à la fois onde et matière, si vous voulez. Hein. C'est pour ça qu'on parle de particules et qu'on ne parle pas de corpuscules, par exemple. Bon, alors, moi, ce que je vous propose ici, quand je vous parle de changer de paradigme, c'est de changer radicalement la façon dont on parle de l'objet de connaissance qu'on appelle salafisme, ou de façon plus générale, l'islam politique, ou l'islam littéraliste, etc. Bon, j'utilise le terme salafisme comme terme générique, hein. Vous l'aurez compris. Et alors, pour initier ce changement de paradigme, ce que je vous propose pour cette émission, c'est de s'intéresser au contenu des discours. Donc, arrêter de discuter un petit peu en planant au-dessus des discours salafistes, en disant le salafisme, c'est ceci ou ça n'est pas cela, c'est le vrai islam, c'est pas le vrai islam. Là, on va mettre les mains dans le cambouis, on va regarder des discours et on va voir quel contenu on peut en tirer. Ce que je vous propose aussi, c'est de partir sur une structure qui permette la comparaison, parce que c'est bien beau de caractériser un type de discours, mais c'est encore mieux de le comparer avec d'autres discours qui peuvent s'en rapprocher ou s'en éloigner. Ça permet de donner une perspective et vous allez voir, enfin je l'espère en tout cas, vous allez voir que c'est intéressant. Et alors en fait, donc, en guise d'outils d'analyse qui répondent aux critères de ce changement de paradigme que je souhaite, je vous propose en fait un outil qui est basé sur ce qui avait été mis en place par un religiologue dont j'avais parlé, enfin c'est plus un sociologue qu'un religiologue, disons un sociologue qui s'est aussi intéressé aux religions, un sociologue belge qui s'appelle Jean-Pierre Yernaud, dont je vous avais parlé
à la saison dernière, dans une émission d'ailleurs qui n'est pas ma préférée. Je me suis rendu compte que c'était archi confus. Donc peut-être que je referai une émission. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en gros, son approche, elle consiste à décomposer les discours en plusieurs... comment dire? Alors lui, il appelle ça des isotopies, mais j'essaie de trouver un terme un peu moins obscur. Diverses dimensions, si vous voulez. Tout d'abord, le rapport à soi. Dans un discours, quand on adopte la méthodologie ou l'outil que j'essaie de vous présenter, on va s'intéresser à ce que les personnes souhaitent devenir. Et on va appeler ça le rapport à soi. Ce rapport à soi, il va être lié dans le discours à des actions, c'est-à-dire ce que je dois faire pour devenir ce que je veux devenir. C'est un peu abstrait tout ça, mais je vais vous donner un exemple concret après. Ces actions, elles sont facilitées par des appuis, ce qui m'aide à faire ce que je dois faire pour devenir ce que je veux devenir. Ces appuis, ils sont légitimés par des sources. C'est-à-dire, par exemple, je souhaite devenir quelque chose. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom, par exemple, de ma religion, au nom de mon éducation, au nom d'un idéal. Si vous voulez, les sources, ce sont des concepts ou des personnes qui légitiment à la fois les appuis, les actions et le rapport à soi. Encore une fois, tout ça, je comprends bien que ça peut paraître très abstrait, mais vous allez voir que c'est très concret dans les faits. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le rapport à l'espace, c'est-à-dire les lieux qui favorisent le rapport à soi. Par exemple, si je souhaite devenir musclé, par exemple, un rapport à soi très très simple, même un peu ballot comme ça, je souhaite devenir musclé, le rapport à l'espace positif que je vais voir, ça va être par exemple une salle de sport. Le rapport au temps, c'est la même chose que le rapport à l'espace, c'est-à-dire quel est le type de chronologie ou alors les coordonnées temporelles, comme je les ai appelées, qui favorisent le rapport à soi. Par exemple, si par exemple dans le rapport à soi, il y a l'idée que je dois progresser, par exemple, progresser dans un sport ou dans un métier ou quelque chose. Mon rapport au temps, il va plutôt être tourné vers l'avenir. L'idée de progrès est une idée qui est liée à l'avenir. Si au contraire, je considère que décidément l'avenir n'est pas radieux, c'était mieux avant, la fameuse phrase « c'était mieux avant », j'ai plutôt un rapport au temps qui est tourné vers le passé. Encore une fois, tout ça, ça va être beaucoup plus clair après. Et enfin, les ultimités décisives, c'est tout simplement ce qui arrive si j'arrive à devenir ce que je veux devenir. Reprenons notre exemple de gars qui veut devenir musclé. Je souhaite devenir musclé. Si je deviens musclé, je serai populaire, je serai séduisant ou je serai fort. Donc c'est l'objet de la quête, si vous voulez. Je veux devenir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose au bout. Et les ultimités décisives, quand on les identifie dans des discours, c'est très souvent lié à des idées de vie et de mort. Prenez par exemple le discours de Sarkozy en 2011, quand il cherchait à mettre en place la commémoration des morts de la Première Guerre mondiale. À un moment donné, c'est explicite. Il dit « Le jour où on ne se souviendra plus des morts pour la France n'existera plus ». Vous voyez un petit peu l'ultimité décisive dans le fait d'oublier les gens qui sont morts pour la France, c'est la mort de la France. Vous voyez? Donc les ultimités décisives, c'est souvent lié à des idées de vie et de mort. Bon. Donc rapport à soi, action, appui, source, rapport à l'espace, rapport au temps, ultimité décisive. Voilà. Donc là, on a, si vous voulez, un corps de dimension qu'on va aller ensuite chercher à l'intérieur des discours. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça va permettre la comparaison. Parce qu'une fois que vous avez un tableau qui reprend tous ces éléments-là, dans un type de discours, vous pouvez le comparer avec un autre tableau qui reprend les éléments d'un autre type de discours. Sous forme de tableau, ça donne ça. Et alors, j'ai imaginé pour vous
par exemple, un discours fictif où la personne dirait, voilà, moi, mon but dans la vie, c'est de devenir riche. Donc, le rapport à soi, ce qu'il souhaite devenir, c'est être riche. Les actions qui me permettent de devenir riche, travailler dur. Les appuis, c'est-à-dire les choses qui facilitent mes actions. Par exemple, ça peut être la formation, le fait de se former constamment. Les sources, c'est-à-dire qu'est-ce qui légitime le rapport à soi. Qu'est-ce qui fait que je peux dire que être riche, c'est bien, que travailler dur, c'est bien, que se former constamment, c'est bien. C'est l'éducation reçue de mes parents. Donc ici, l'éducation joue le rôle de source du rapport à soi, des actions et des appuis. Vous voyez? Enfin, je dis vous voyez, mais vous ne pouvez pas me répondre évidemment, puisque j'enregistre. Rapport à l'espace, bah, par exemple, on peut imaginer que si les actions bénéfiques vues par la personne sont le fait de travailler dur, et si il considère que se former favorise les actions pour devenir riche, on pourrait considérer que son rapport à l'espace, c'est les universités ou les lieux de formation. Donc tout ça, normalement, c'est censé se trouver dans le discours. Hein. Si après, le gars vous dit que il aime bien se trouver dans des bistrots et dans des salles d'arcade, nous, en tant qu'analystes, ça peut nous surprendre, mais si c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Après, il faut chercher la cohérence derrière, évidemment. Rapport au temps, bah, si vous dit par exemple, voilà, il faut travailler dur, se former constamment et donc être tourné vers l'avenir, bah, vous savez que le rapport au temps positif qu'il entretient, c'est l'idée de se tourner vers l'avenir. Il est plus attiré par l'avenir que par le passé. Et enfin, l'ultimité décisive, si vous dit par exemple, je souhaite devenir riche, bah, pourquoi vous souhaitez devenir riche? Parce que en étant riche, je sais que je m'épanouirai. Ça veut dire que l'ultimité décisive, c'est s'épanouir dans sa vie. Encore une fois, c'est toujours lié à l'idée de vie ou de mort. Donc là, il y a l'idée d'épanouissement, donc l'idée de vivre complètement. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est un dispositif que le professeur Yerno a mis en place. Alors, j'ai fait quelques recherches entre-temps. Il n'a pas été le seul ni le premier à utiliser ce type de dispositif. En tout cas, je l'ai appris de lui. Et en tout cas, il en a fait un usage qui, de mon point de vue, est, est à la fois très original et très utile. Et alors, il ne s'est pas arrêté là, en fait. Il n'a pas juste dit, bon, ben voilà, on a le rapport à soi, les actions, les appuis, les sources, etc. Donc, c'est bon, une fois qu'on a tout ça, on est tranquille. Non. Le coup de génie qu'il a eu, ça a été, à mon sens, ça a été de considérer que tout rapport à soi, ce que je veux devenir, est lié à un autre rapport à soi qui est ce que je ne veux pas devenir. C'est-à-dire que ces dimensions se déclinent à chaque fois en un pôle positif et un pôle négatif. Et très souvent dans le discours, même si ce n'est pas dit explicitement, quand on a l'un, on a automatiquement l'autre. Si une personne vous dit, moi ce que je cherche dans la vie, c'est devenir riche, c'est être riche, on comprend que le pôle négatif de son rapport à soi, c'est être pauvre, même s'il ne nous le dit pas, vous voyez. Et alors les actions, c'est pareil, si travailler dur est considéré comme une action positive, on peut déduire, même s'il ne le dit pas, mais très souvent ils le disent, qu'être oisif, c'est négatif. On peut donc toujours dans ce discours fictif, on peut imaginer que la personne va vous dire par exemple, oh, vous savez, pour moi, c'est important de s'appuyer, par exemple, ou de prendre appui sur des sites de formation ou des coachs ou être aidé. Hein, l'aide, c'est aussi un appui, ou être aidé par des coachs compétents. Mais par contre, n'allez pas perdre votre temps dans des réseaux sociaux ou donner votre argent à des coachs incompétents. Vous voyez, il y a toujours un jeu dichotomique, si vous voulez, entre un pôle positif et un pôle négatif autour des dimensions que je vous ai présentées ici. Les sources, éducation reçue de mes parents. Ah, vous savez, moi, par exemple, tout ce que je vous dis là, c'est mes parents qui me l'ont appris. C'est mes parents qui m'ont donné ce goût du travail dur. C'est mes parents qui m'ont donné envie de devenir riche. C'est pas comme les gens qui ont reçu une mauvaise éducation. Vous voyez, quand on entend ça, tac, boum, ça se met en place. Voilà, donc
N'hésitez pas à mettre pause, à vous imprégner de ce tableau, c'est essentiel pour ce qui va suivre. Donc, bon, pour la suite, c'est pareil, hein. On pourrait opposer, enfin, dans le discours, on pourrait trouver une opposition, par exemple, entre université et café du coin, hein. Donc, l'idée d'être bloqué dans le passé qui s'oppose à l'idée d'avenir. L'idée que si on ne s'épanouit pas, on passe à côté de sa vie. Vous voyez, tout ça, ça peut se trouver dans le discours. Alors, quand on est à la base, c'était un outil pour des entretiens, hein. Donc, quand on est en situation d'entretien, on pose ces questions, on essaye de remplir au maximum. Mais vous pouvez prendre, franchement, si ça vous intéresse, et si vous avez les mêmes passe-temps bizarres que moi, vous pouvez prendre des discours politiques, religieux, des discours marketing aussi, et appliquer cette grille d'analyse. Vous allez voir, ça marche super bien et ça permet vraiment je dirais, de rentrer au cœur des représentations qui ressortent en fait de toutes ces productions de sens. Donc là, si je résume, on aurait affaire, toujours dans cet entretien fictif, à quelqu'un qui vous dirait, écoutez, moi, mon but dans la vie, c'est de devenir riche en travaillant dur. Euh, et travailler dur, ça implique de se former, d'aller dans des sites de formation, peut-être aussi de se faire coacher par des gens compétents. Euh, c'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents, c'est mon éducation, c'est ça qui fait que j'estime que travailler dur est important. Et, donc, j'estime que les meilleurs lieux, en fait, hein, pour s'épanouir dans la vie, c'est de passer par les universités, les lieux de formation et d'être tourné vers l'avenir. À l'inverse, en étant oisif, en perdant son temps dans des réseaux sociaux, en donnant son argent à des coachs incompétents, peut-être à cause d'une mauvaise éducation, on va passer du temps dans les cafés du coin, où on n'est pas capable de se tourner vers l'avenir, on est bloqué dans le passé, bah finalement, le risque, c'est d'être pauvre et de passer à côté de sa vie. Bon. Là, je suis en train de. C'est un peu du reverse engineering, hein, ce que je suis en train de faire là, évidemment. Euh, Là, quand j'y pense, je réfléchis tout haut, mais quand j'y pense, j'aurais peut-être dû vous mettre un extrait réel. Mais bon, de toute façon, l'extrait réel, il vient juste après. Pourquoi? Parce que cette grille d'analyse, elle a été appliquée à des discours dans les années 70, 70 pour nos amis français, à des ruraux catholiques dans la Wallonie donc des années 70, 70. Et donc là, les extraits que je vous mets, vous pouvez les retrouver dans l'ouvrage que j'ai mis en source en bas. Pour nos amis sociologues qui font de la sociologie des religions, même si évidemment c'est de la sociologie de groupes chrétiens ruraux catholiques des années 70-70, donc ça remonte presque à un demi-siècle maintenant, autant dire que les données sont périmées. Mais sur le plan méthodologique et sur le plan, je dirais, de la démarche d'analyse, franchement, cet ouvrage est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et chose qui ne me déplaît pas, il n'est pas très, très long à lire. Donc, on va lire le premier extrait. Donc, à chaque fois, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les dimensions qu'on essaye de relever se déclinent en pôles positifs et négatifs. Donc, j'ai mis ce qui peut être mis dans les pôles négatifs en rouge et ce qui peut être mis dans les pôles positifs en vert. Le premier extrait, un homme qui ne croit en rien, il est comme une bête. Qu'il soit un brave homme, qu'il soit un voleur, qu'il soit un menteur, cela n'a pas d'importance au fond. Si on n'est pas croyant, on est comme une bête. Ce qui veut dire que si on est croyant, on est humain. Alors là, le deuxième, il est collector. Sans la religion, on retourne à l'état bestial. Boum. Vous noterez que même si on a affaire ici à des extraits de ruraux catholiques des années d'il y a 50 ans, c'est, comme on le verra d'ailleurs, c'est pas éloigné de ce qu'on peut trouver dans la littérature salafiste. Donc ça doit nous rappeler aussi que même si certains salafistes nous donnent l'impression de venir d'une autre planète, ils sont pas fort différents de certains cathos qu'on retrouvait dans les années 70. Et dans les années 50, je vous parle même pas. J'ai trouvé aussi des extraits de discours
de ruraux catholiques des années 50, c'est pas triste. Ça veut peut-être tout simplement dire qu'on est tous humains, hein. Cathos, musulmans, athées, on est tous bestiales à notre façon. Si on ne suit pas les 10 commandements, une petite faute là, si on ne suit pas les 10 commandements, on est des bestiaux. Voilà. Donc il y a toujours, si vous voulez, cette opposition, le rapport à soi, entre croyant et donc s'humaniser, humanisation croyant, bestialisation non-croyance. C'est le manque de volonté. Ils n'ont pas su continuer à s'imposer des efforts. Donc là, tiens, j'aurais même pu mettre manque de volonté en rouge. On a, au niveau des actions, s'imposer des efforts. Un autre, non soumis à la règle, c'est-à-dire non soumis à la règle religieuse, aux 10 commandements, etc., peut rester dans son lit. Donc vous voyez, on a une opposition entre s'imposer des efforts et rester dans son lit. Tout par devoir, rien par plaisir, mais tout avec plaisir. Donc là, on a un bon résumé de ce qui pourrait correspondre à des appuis. Donc les actions doivent être effectuées en prenant appui sur l'idée de devoir et pas en prenant appui sur l'idée de plaisir. On peut faire les choses avec plaisir, mais pas par plaisir. Si vous avez un mauvais régime qui est contre la religion, à ce moment-là que ça devient grave. Ça n'arrivera pas à la campagne, mais en ville. Rapport à l'espace. La ville, c'est le lieu du rapport à soi négatif. C'est là qu'on se bestialise. C'est là qu'on perd la religion. À la campagne, en revanche, c'est là qu'on s'humanise. Pourquoi? Parce que le régime à la campagne, il n'est pas contre la religion. Il est pour la religion. Et c'est ça qui va faire qu'on va s'imposer des efforts. C'est ça qui légitime, source, c'est la religion qui légitime le fait qu'on doive s'imposer des efforts. Et par devoir, hein, pas par plaisir. Et alors là, je vais même vous faire je vais tenter un bel accent belge. Il n'y avait pas de problème, hein. C'était le curé qui prêchait. Et nous n'aurons plus ça, c'est fini. Parce que dans le temps, quand j'étais jeune, hein, moi je vous parle de 60 ans, vous aviez le dimanche encore la messe basse au matin, hein, la grand-messe, vêpres et salut. Mais il ne s'agissait pas, malgré qu'on avait 18 ans, de vouloir partir à une soirée ou à un concert sans aller au salut. Il n'y avait personne qui aurait osé faire autrement. À ce moment-là, tu le sais bien, hein, on partait, mais après l'office. Maintenant, il n'y a plus d'office. Je m'excuse, hein. Mais bon, là, vous avez un discours. Encore une fois, vous remplacez le curé par l'imam, vous remplacez la grand-messe vêpres et salut par les 5 prières par jour. Vous avez un discours musulman traditionnaliste, hein. Donc là, on voit bien le rapport au temps. Dans le temps, c'était bien. Aujourd'hui, il n'y a plus d'office, c'est pas bien. Et nous n'aurons plus ça, c'est-à-dire le futur, il n'est pas radieux. Bon, si je prends tous ces extraits-là, il y en a d'autres, hein, donc n'hésitez pas à consulter l'ouvrage dont je vous ai parlé. Il y en a des marrantes en plus. Quand on prend tout ça et qu'on injecte tous ces éléments-là dans le tableau dont je vous ai parlé avant, que je vous ai montré avant, et après monter en abstraction, hein. Donc, par exemple, quand on nous dit il est comme une bête, état bestial, c'est la bestialisation, hein, quand on monte en abstraction. Quand on nous dit les 10 commandements, etc., tout ça, c'est de la religion, évidemment. Quand on nous parle d'un régime qui est contre la religion, ben, on a compris que c'est des régimes de type moderne. Ben, on a un rapport à soi qui est l'idée qu'on s'humanise par la croyance et qu'on se bestialise par l'incroyance. Donc, on a une opposition croyant humain, incroyant bête. Dans d'autres discours, ça aurait pu être l'inverse, hein. On aurait pu trouver quelqu'un qui nous dit la croyance, elle nous bestialise et l'incroyance nous humanise, hein. Si on pense par exemple à des athées militants comme Richard Dawkins, par exemple, sûrement que le pôle négatif et le pôle positif auraient été inversés. Donc, quand on dit positif et négatif, c'est pas dans l'absolu. C'est positif et négatif
dans le discours de la personne à laquelle on s'intéresse. Hein. Bon, qu'on ne vienne pas me dire ensuite, Abdelgawad, il a dit que quand on était un croyant, on était une bête. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est ce qui est dit dans le discours que je viens d'analyser. Les actions, bah, quand on monte en abstraction, c'est l'idée de s'astreindre à une règle. Faire des efforts, s'astreindre, faire des efforts pas par plaisir, mais par devoir, c'est l'idée d'astreinte qui s'oppose à l'idée de se laisser aller. On s'astreint par quoi? Par la contrainte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous aide à nous astreindre, une règle. Et ce qui s'oppose à la contrainte, c'est la liberté. Et les sources, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je considère que c'est bien de s'astreindre à l'aide d'une règle ou d'une contrainte pour m'humaniser. Pourquoi je devrais le faire? Qui me donne cet ordre? Ben, c'est Dieu, la religion, l'Église. Rapport à l'espace, comme on l'a vu, c'est le village qui est bien vu. Rapport au temps, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Aujourd'hui et demain, ce sera moins bien. Et à la ville, c'est encore pire. Et le régime qui s'oppose à Dieu, à la religion, à l'Église, ben finalement, c'est pas autre chose que la modernité ou une certaine idée du progressisme. Et alors, les ultimités décisives, elles sont intéressantes. C'est dommage, je viens de me rendre compte que dans les extraits que je vous ai montrés, elles apparaissent pas clairement. Mais ce qui les intéresse, nos ruraux catholiques, c'est pas tellement la question de la vie après la mort. Ils peuvent en parler, hein, mais c'est pas ça qui est central pour eux. Ce qui est central pour eux, c'est le maintien de l'ordre social. C'est-à-dire que si tout le monde commence à laisser tomber les actions d'astreinte, qu'on laisse tomber la contrainte, qu'on ne suit plus la règle, qu'on remplace Dieu par la modernité, etc., et ben, ce qui se passe, c'est qu'on aboutit au chaos sociétal. C'est le chaos, le conflit. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien. Ça va être le bazar. Alors que s'il y a Dieu, la règle, et qu'on s'astreint à cette règle, et qu'on s'humanise tous ensemble, c'est l'ordre social. Sinon, on se bestialise tous ensemble et c'est le chaos et le conflit. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ultimité décisive, c'est toujours lié à l'idée de vie ou de mort. Donc, c'est la vie de la société ou la mort de la société, en fait. Voilà. Bon, vous allez me dire, Hicham, t'es sympa, mais tu nous avais promis de nous parler du salafisme. Ça vient ou ça vient pas? Bon, ça, ce sont d'autres exemples, d'autres symboliques. Mais bon, je vais laisser ça de côté parce qu'encore une fois, l'heure tourne, c'est toujours la même chose. Je me fais avoir par le timer. Mais si vous voulez, le premier tableau, c'est une, comment dire, c'est une vision du monde, appelons ça comme ça. Normalement, on parle de système symbolique, mais je vais laisser tomber, je vais laisser de côté les termes techniques. C'est une vision du monde qui s'oppose en fait à la première. C'est-à-dire que là, vous voyez que la liberté, tout à l'heure, c'était vu comme un appui négatif. Ici, c'est vu comme un appui positif. Ce qui est vu comme négatif, cette fois, justement, c'est la contrainte. La source positive qui est vue, c'est le progrès. Et soi-même, d'ailleurs. Je suis ma propre source. Hein. Donc, comme dirait Mali Hossein-Pour, que je salue s'il nous écoute, je suis l'alpha et l'oméga de la réalité, hein, en quelque sorte. C'est moi qui décide pour moi-même, je suis ma propre source. Et cette tradition-là, qui vient d'avant, elle s'oppose plutôt à cette idée de moi comme boussole. Bon. En fait, si vous voulez, ce modèle-là, il s'oppose quasiment au modèle qu'on a vu avant. Et c'est un modèle qui a commencé à émerger à la fin des années 70, fin années 70-70, chez les ex-ruraux catholiques, en fait, puisqu'ils ont commencé justement à s'urbaniser. Et donc, si vous voulez, les conditions sociales ont changé, les conditions économiques ont changé, le rapport à l'espace, le rapport au temps a changé. Et donc, du coup, en fait, on est passé d'un modèle que le professeur Guerneau a appelé ascétique, donc le fait de s'astreindre par une règle, à un modèle promotionnel, c'est-à-dire au contraire, là, s'émanciper de la règle pour devenir, pour s'accomplir soi-même.
Et alors, le troisième tableau, là, celui qui est en bas, c'est une vision du monde qui s'est dévoilée à mi-chemin, si vous voulez, entre le modèle ascétique et le modèle promotionnel. Avec l'idée que l'astreinte complète, c'est pas bien. Euh, la jouissance sans entrave, comme on disait, c'est pas bien non plus. En fait, ce qu'il faut, il faut toujours se réaliser soi-même, c'est-à-dire quelque part être capable de s'arracher à une certaine tradition, mais en même temps, ça ne doit pas se faire sans effort. C'est pas la jouissance sans entrave. C'est l'idée que l'accomplissement de moi, contrairement à ce que disent les promotionnels, c'est quelque chose qui doit nécessiter des efforts, mais des efforts dans le bon sens, pas des efforts perdus dans une tradition dont on ne sait pas trop ce qu'elle vaut encore. Bon, tout ça, encore une fois, vous retrouverez ça dans le bouquin dont je vous ai donné la référence. N'hésitez pas à faire pause et à prendre ces trois tableaux et les comparer, si ça vous intéresse, évidemment. Bon. Et maintenant, on passe à nos salafistes. Et c'est la même chose, je fais exactement la même chose ici que ce que j'ai fait pour nos ruraux catholiques. Et vous allez voir que c'est pas si éloigné que ça. Et ça mérite des explications, évidemment. Premier extrait. Beaucoup reviennent à la religion, à plus ou moins effet selon l'endroit où l'on habite. Mais beaucoup ont un islam, je dirais, accommodé, qui est conforme aux passions et non à la vérité. Et donc beaucoup de concessions. Je ne donnerai pas de chiffres, mais il n'est pas nécessaire de compter pour le constater. Alors oui, peut-être une chose que je devrais vous dire, c'est qu'en fait, tous ces discours-là, je les avais trouvés sur un forum en 2009 qui s'appelait darwa.com, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, comme je vous avais dit, en fait, c'était une base qui m'a servi ensuite à réaliser un travail de fin de semestre avec le professeur Yerno, d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, voilà, je partage avec vous ça. J'ai gardé ce travail, en fait, de côté. Et je l'utilise assez régulièrement quand je veux illustrer des discours salafistes. Et donc là, ils étaient derrière leur écran sur un forum salafiste, donc ils étaient complètement à l'aise. Hein. Donc là, il n'y a pas de taqiyya, comme on entend souvent. Donc là, on voit que la religion est considérée comme une source positive. Mais attention, c'est pas n'importe quelle religion. C'est une religion, un islam, qui n'est pas conforme aux passions, mais qui est conforme à la vérité. Donc là, on voit déjà une première distinction avec nos ruraux catholiques. Nos ruraux catholiques nous disaient tout simplement, la religion, c'est bien. Mais là, on ne dit pas la religion, c'est bien. On nous dit la religion dénuée de passion, c'est bien. Parce que si la religion est teintée de passion, alors on fait des concessions, action négative, faire des concessions. On en déduit que ne pas faire de concessions, c'est une action positive, dans le discours qui est présenté ici. Oui, je suis de ton avis, le pire, ce sont les athées. C'est même pas la peine. Aucune morale ne leur est imposée. Ils ont moins de problèmes de conscience. Déjà que parmi les nôtres, on est amené à se méfier des fois, alors avec ceux qui croient ne rien devoir à leur créateur, c'est de la pure perte de temps pour nous musulmans. Donc là, c'est pareil. Athéisme, qui est considéré comme une source négative, hein, puisque c'est une source qui n'a aucune morale. Déjà, pour commencer, je pense que tu devrais lire les livres des savants salafis sur la croyance et laisser tomber tous les livres non salafis. Donc là, on en revient à ce qu'on a vu au tout premier extrait. C'est pas juste l'islam tout court qui est vu comme une source positive, c'est l'islam salafiste. Si tu es dans un islam qui n'est pas salafiste, en prenant appui sur des livres non salafistes, tout ce que tu vas récolter, c'est de l'ignorance, des erreurs, des innovations qui ne sont pas permises dans la religion d'Allah. Fais attention de ne prendre que des maisons d'édition sûres et sérieuses. Alors, ce n'est pas suffisant de prendre des bouquins salafis, qui deviennent la source d'ailleurs, selon moi, de la vision du monde salafiste. Ce n'est pas tellement le Coran et la Sunna comme ils le répètent tout le temps, parce que ce Coran et cette Sunna ne sont légitimes que s'ils passent par le prisme des savants salafis. Donc les savants salafis deviennent la source de leur vision du monde. Et l'appui de cette source, ce sont les maisons d'édition sûres et sérieuses. C'est-à-dire que tu ne peux même pas te baser sur des maisons d'édition
qui n'ont pas agréé. Donc fais attention de ne prendre que des maisons d'édition sûres et sérieuses qui ne vont pas déformer dans le sens de leur passion les paroles des savants. Donc les paroles des savants qui sont, selon moi, la source de la vision du monde salafiste. En tout cas, du type de celle de 2009 qu'on trouvait sur ce forum darwa.com. À notre époque sont apparus des groupes voulant couper les musulmans de leurs pieux prédécesseurs, donc qui jouent le rôle du coup de source aussi, réprouvant l'affiliation aux pieux prédécesseurs, le suivi des pieux prédécesseurs et cherchant la modernité. Et là, on retrouve exactement la même chose que chez nos ruraux catholiques, c'est-à-dire que la modernité est vue comme une source ou un appui. Hein, on peut avoir une discussion là-dessus, négative. Alors, tous les bons sociologues sur LDC vont me dire, écoute, c'est pas parce que tu as trouvé 2 fois le même mot que tu peux en conclure qu'ils mettent la même chose derrière. D'ailleurs, les sociologues et même les philosophes me diront ça, et même les psychologues. En fait, tout le monde. Et vous avez raison. Mais c'est quand même pas mal de voir que ce concept émerge de lui-même dans ses discours. Même si, effectivement, il y a peu de chances que les ruraux catholiques des années 70 et les salafistes de la fin des années 2000 comprennent le concept de modernité de la même manière. Mais c'est là qu'une étude plus poussée pourrait être intéressante. On les nomme ainsi les musulmans modernes, donc qui deviennent, là du coup, moi je pense que eux, on pourrait les mettre dans les appuis. Donc on a la modernité qui est une source négative et qui est convoyée par des musulmans modernes qui vont appuyer ou faciliter des actions de concession négatives qui vont appuyer un rapport à soi négatif qui est en fait ne pas être conforme à la vérité. Vous voyez un petit peu comment ça se construit ? Par cette modernité, ils veulent couper le lien entre les pieux prédécesseurs et les contemporains, mais pourquoi ? Afin d'égarer les gens de la voie d'Allah. Explique-nous, quelles seront les limites de l'islam 2009 ? Donc 2009 parce qu'on était en 2009 quand j'ai récolté ces discours. Et dans 20 ans, on le modifiera encore un peu, cet islam 2009, et ainsi de suite, jusqu'à perdre l'islam épuré. Voilà la source positive ou le rapport à soi, enfin là, ce serait plutôt le rapport à soi, c'est pas juste être musulman, c'est être musulman pur, pratiquer un islam épuré, la notion de pureté qui ressort ici, et qui n'était pas présent chez nos ruraux catholiques. Chez nos ruraux catholiques, il y avait l'idée de bestialité, l'idée d'humanisation qui s'oppose à l'idée de bestialité, mais là on a vraiment l'idée de pureté. Le salafisme repose sur le Coran et la Sunna authentique. C'est la religion de l'islam pur, encore lui. Et d'ailleurs, il y a une petite faute d'orthographe. Faut que je vous dise que l'orthographe initiale était absolument exécrable. Si je vous l'avais mise, vous n'auriez rien compris. Donc, j'ai copieusement corrigé ce qui était proposé, mais ça se peut qu'il reste encore quelques coquilles. C'est la religion de l'islam pur, libérée de tout ajout, diminution ou altération. C'est adhérer à la voie du messager. As-salaf est un terme général se référant aux pieux prédécesseurs d'islam et à tous ceux qui suivent leurs pas dans leurs croyances, actes et morales. Donc là, on a des actions positives de suivisme, en fait. Qu'Allah nous préserve de mettre nos enfants dans les pays koufars. Donc là, c'est pas difficile, vous avez compris que là, on a un rapport à l'espace négatif. Et qu'il nous fasse prendre conscience de l'urgence et l'impératif d'émigrer en terre d'islam. Donc, espace positif. Même si c'est loin d'être parfait, on y est préservé de beaucoup de vices. Alors, la question qui se pose, c'est quand il parle de terre d'islam, il parle de quoi exactement ? Ça vient juste après. Je tiens juste à rappeler, encore une petite coquille qui a survécu, 2 coquilles d'ailleurs. Je tiens juste à rappeler aux frères et aux sœurs que quoi qu'on puisse dire sur la Tunisie ou l'Algérie, ce sont toujours des pays musulmans, contrairement à la France qui est un pays mouchrik. Donc vous avez mouchrik en arabe, ça veut dire associateurs, polythéistes, des gens des idolâtres, si vous voulez. Et là, c'est intéressant parce que effectivement, sur ce forum, j'avais vu que la Tunisie, l'Algérie, parfois le Maroc, l'Égypte, tout ça, c'est présenté comme des pays musulmans. Ils ne parlent jamais de la Turquie, par exemple. Ils ne parlent jamais du Sénégal. Ils ne parlent jamais du Mali. Ils ne parlent jamais de l'Indonésie.
Ce sont toujours des pays arabes. Et c'est ça qui m'a permis de voir que le rapport à l'espace positif, en fait, c'est pas tellement la terre d'islam, c'est pas ça qui les intéresse, parce que des terres d'islam non arabes, il y en a plein, qu'ils ne mentionnent jamais. Ce sont les terres d'islam arabes. Et c'est ça aussi qui rend cet outil que je vous propose intéressant, c'est que ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est dit. Les implicites du discours sont aussi importants que les explicites du discours. Et donc on obtient, après montée en abstraction, on obtient le tableau suivant, et qui est discutable. Hein. Par exemple, si vous refaites l'exercice, encore une fois, si vous avez les mêmes passe-temps bizarres que moi, si vous refaites l'exercice, vous pourrez peut-être tomber sur un tableau différent. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Je trouve que c'est un outil qui permet vraiment d'objectiver les discours qu'on analyse, mais il y a toujours aussi une part de subjectivité de l'analyste. Mais moi, il me semble que le rapport à soi qui se décline dans le type de discours salafiste qu'on vient de voir, et dont j'estime que même s'il date de 2009, n'a pas complètement disparu aujourd'hui. Il était déjà présent en 2001 quand j'étais ado. Donc le rapport à soi positif, c'est être musulman, mais pas uniquement être musulman, c'est pas juste être croyant comme chez les héros-catholiques, c'est être musulman conforme à la vérité. Être musulman pur, qui s'oppose à être musulman accommodé. Souvenez-vous que les accommodements sont vus comme quelque chose, les concessions sont vues comme des actions négatives. Donc juste être un musulman qui fait des concessions, ou ce qui est considéré comme des concessions, c'est négatif. Donc c'est pas juste être musulman qui est positif, c'est être musulman salafiste en fait. Les autres sont relégués au pôle négatif. Comment est-ce que je fais pour être un musulman conforme à la vérité? J'ai une pratique saine de l'islam, qui ne fait pas de concessions. Mais comment est-ce que je fais pour... Qu'est-ce qui m'aide à ne pas faire de concessions? Qu'est-ce qui m'aide à connaître cette pratique saine de l'islam? C'est la littérature salafiste. Et cette littérature salafiste, au nom de quoi est-ce que je devrais la considérer comme légitime? Au nom du fait que l'islam des salafs, ou les théologiens salafistes, pratiquent un islam pur. Donc là, je pourrais même rajouter islam pur, concept d'islam pur. Où est-ce que je peux le plus accomplir ce rapport à soi, positif, dans les pays arabes? Ils disent pays musulmans, mais dans le sens où ils ne mentionnent que des pays arabes, on peut en inférer que par pays musulmans, ils entendent pays arabes. Sinon, ils auraient mentionné le Sénégal, le Mali, d'autres pays musulmans qui ne sont pas arabes. Rapport au temps, bah, c'est archi connu. Hein. Pour eux, l'âge d'or de l'islam, c'est les premiers siècles de l'islam. Tout ensuite n'a fait que péricliter. Et alors, les ultimités décisives, c'est ça qui m'a surpris, en fait, à l'époque où j'avais fait l'étude. C'est qu'ils parlent évidemment de l'enfer et du paradis, mais on se rend compte que ce qui les fait vraiment flipper, c'est la vie ou la mort, toujours, hein, pour les ultimités décisives, de l'islam authentique. Parce que dans leur pôle négatif, qu'est-ce qu'on trouve? On ne trouve pas l'idée de ne pas être musulman. Ça, évidemment, pour eux, c'est le pire. Hein. Les athées, on l'a vu, pas de morale, etc. Mais juste être un musulman accommodé, c'est pas bon pour eux. Parce que être musulman accommodé, ça veut dire avoir une pratique de l'islam accommodé. Accommodé à quoi? Aux passions. Et faire des concessions. Et qui sont les gens qui nous disent d'avoir cette pratique accommodée? Ce sont les musulmans modernes, ce sont les athées. Alors il y avait aussi l'école, c'est dommage que je n'ai pas mis des extraits ici. Donc la littérature non salafiste, l'athéisme, la modernité, enfin non, la modernité je l'ai mise dans les sources, et les réformateurs musulmans aussi, qui sont vus comme des contre-définitions des savants salafistes. Rapport à l'espace, ben on l'a bien vu, hein, les pays occidentaux, c'est caca. Et le rapport au temps, le présent et le futur sont vus comme négatifs dans le sens où c'est vraiment le passé qui les intéresse. Et donc, ce qui les fait flipper, leur phobie, c'est la mort de l'islam authentique. Et l'islam authentique, qu'est-ce que c'est? C'est un islam qui se réfère au 1er siècle,
qui doit être pratiquée dans des pays arabes, qui prend sa source chez des théologiens salafistes et dans l'idée d'islam des salafs, qui s'appuie sur de la littérature salafiste et surtout pas sur de la littérature non salafiste, et qui entraîne une pratique saine de l'islam, sans concession, conforme à la vérité. Bien. Si on monte encore en abstraction, on obtient le tableau suivant. Un rapport à soi qui mobilise le concept de croyance pure, qui ne s'oppose pas à l'absence de croyance, mais à l'idée de croyance accommodée. Des actions de régulation, donc d'obéissance à la règle, mais sans concession. Si on obéit à la règle, mais en faisant des concessions, par exemple sur le voile, sur la barbe, sur l'heure des prières, des choses comme ça, pôle négatif. En s'appuyant sur une règle autorisée, c'est-à-dire c'est pas juste la règle comme chez les ruraux catholiques, c'est une règle autorisée par une théologie autorisée. L'absence de règles ou les règles déviantes qui sont produites par des idéologies soit opposées, soit des théologies déviantes, sont considérées comme négatives. Alors, le rapport à l'espace, alors, en montée en abstraction, j'ai parlé intérieur identitaire. J'ai utilisé le terme d'intérieur identitaire. Pourquoi? Parce que on se rencontre, oh, ça y est, je commence à en perdre mon latin. On se rend compte que, certes, il parle de terre d'islam, mais c'est fortement lié à l'espace arabe. Et c'est lié à l'espace arabe parce que ma main a coupé que derrière les claviers qui ont écrit ces textes-là, on trouve des gens qui sont originaires de pays arabes. Et donc, dans l'ultimité décisive, donc du coup, cette survie de l'islam authentique, en fait, c'est une survie identitaire qui s'oppose à une mort identitaire. C'est ce qui me fait dire que contrairement à ce qu'on aurait pu croire intuitivement, le salafisme, en tout cas du type de celui qui se donne à voir dans les extraits que je vous ai donnés, et en acceptant toutes les prémices et les axiomes de l'outil que je vous ai présenté aussi, à mon sens, le salafisme a plus à voir avec une question d'anti-occidentalisme qu'une question purement religieuse. Il y a de la religion, évidemment. Je suis pas en train de... C'est pas moi, religiologue, qui vous dirait que la religion n'a rien à voir là-dedans. Mais il me semble vraiment que ce qui leur fait peur, c'est de perdre une certaine identité arabe. Et l'identité arabe est prioritaire sur l'islam, en fait. Parce que l'islam n'est légitime dans leur discours qu'à partir du moment où il est lié à un espace arabe et où il est lié à une théologie qui prend racine dans un espace arabe. Il ne vous mentionne pas de théologiens turcs. Il ne vous mentionne pas de théologiens sénégalais ou maliens. Des pays qui ont produit de très bons penseurs. Hein. Attention. Il ne vous mentionne pas non plus de penseurs indiens. Où c'est pareil, on trouve des bigophinies comme Zakir Naik, mais on trouve aussi de très 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 bons connaisseurs à la fois des langues sémitiques et de l'histoire de la théologie en Inde. Il ne les mentionne pas. Donc l'identité arabe, à mon sens, elle est prioritaire sur l'islam de telle manière à ce que l'islam n'est légitime que s'il est arabe. Et donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que si vous voulez, toutes ces dimensions-là, le professeur Yerno, il ne les a pas sorties de son chapeau. C'est lié à un travail théorique sur des travaux de Greimas, Barthes, Durkheim, Weber, Freud aussi. Donc, il y a une articulation théorique très forte. Hein. J'ai mis le nez dans sa thèse de doctorat à l'époque qui sous-tend, si vous voulez, un petit peu le soubassement théorique de cette théorie. C'est
hyper abstrait, mais c'est hyper solide selon moi. Donc en fait, si vous voulez, tous ces éléments-là sont associatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée d'espace arabe, de pureté, d'islam, tout ça en fait, c'est lié. C'est lié, c'est structurellement lié. Et donc, islam, identité arabe, pureté, ça donne un triptyque qui ne fait qu'un, en fait. C'est presque... Je m'excuse auprès de nos amis catholiques. C'est presque une sainte trinité salafiste, si vous voulez. Au nom de l'islam, de l'identité arabe et de la pureté, amen. Si on met côte à côte le tableau qui résume la vision du monde salafiste avec le tableau qui résume la vision du monde catholique, on voit des similarités, mais on voit aussi des différences qui méritent des explications. Croyance pure, croyant humain. Croyance accommodée, un croyant bête. Régulation sans concession, astreinte. Régulation accommodée, se laisser aller. Règle autorisée, contrainte. Absence de règle, liberté. Théologie autorisée, Dieu, religion, église. Théologie déviante, idéologie opposée, moderne, progrès. Intérieur identitaire, intérieur village. Extérieur hors identité, extérieur ville. Passé, passé. Présent, futur, présent, avenir. Survie identitaire, ordre social. Mort identitaire, conflit, chaos. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre propre analyse, évidemment, ou comment vous-même vous expliqueriez ces différences entre la vision du monde des catholiques, des euro-catholiques des années 70-70 et la vision du monde des salafistes en 2009. Moi, je vais vous proposer mon point de vue. Mais vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, évidemment. On a l'impression, en fait, que la vision du monde salafiste est une sorte de radicalisation de ce qu'on pouvait trouver chez les euro-catholiques. C'est-à-dire que c'est plus l'incroyance qui est vue comme négative, mais c'est la croyance accommodée. C'est plus la croyance qui est vue comme positive, mais la croyance pure. Ça n'est plus le laisser aller, le fait de ne plus faire d'efforts qui est vu négativement chez les salafistes. C'est le fait de faire des efforts, mais en faisant quelques concessions. Donc on a l'impression qu'on a affaire à une radicalisation. D'un autre côté, le rapport au temps, et je dirais même les ultimités décisives, sont assez similaires. Vie de la société, mort de la société chez les catholiques. Vie identitaire, mort identitaire chez les salafistes. Donc on a un peu l'impression qu'on a affaire à une radicalisation. Et c'est très étrange, a priori, de se dire que des gens de 2009 sont plus radicaux dans leur vision du monde et plus crispés identitairement que des ruraux des années 70 ou 70. Bon. Des hypothèses que je lance comme ça à qui de droit. C'est cadeau, c'est pour la maison LDC. On peut peut-être expliquer ça par un contexte de pénurie, parce que très souvent, quand vous allez voir un peu les foyers salafistes, c'est dans des quartiers plutôt défavorisés. Et c'est pareil, hein, le contexte rural catholique des années 70-70 en Wallonie, c'était très modeste. Hein. Dans les années 60, on se déplaçait encore à cheval dans ces lieux-là. Donc, contexte de pénurie, qui a quoi comme effet? Qui a comme effet d'inciter à s'astreindre à une règle qui a pour but de réprimer les désirs, les passions hein, chez les salafistes, et déporter l'idéal d'accomplissement de soi dans un registre moral, parce que cet accomplissement de soi n'est pas possible dans le registre matériel. Et donc cet accomplissement de soi dans le registre moral revient à un respect strict de la doctrine salafiste. Là, pour l'instant, c'est exactement la même chose que chez les euro-catholiques. C'est exactement une des explications que Yerno propose dans son étude, d'ailleurs. Cette idée que parce qu'on ne peut pas s'accomplir dans un registre matériel ou physique,
on déporte son idéal d'accomplissement dans un registre moral. D'où toute la moraline, etc., qui va avec. Ce dernier terme n'étant pas d'Irnaud, mais de moi. Donc là, jusqu'ici, rien de neuf par rapport aux catholiques. On est pauvre, on a tendance à réprimer ses désirs matériels, et la répression des désirs matériels est compensée par un surinvestissement du registre moral spirituel. Bon. L'opium du peuple, hein, dirait Marx. Je suis pas entièrement d'accord avec cette idée-là, mais c'est pas absurde. Surtout quand on va dire Freud. Mais la distinction elle va se faire par le fait que les ruraux-catholiques des années 70-70, dans leur rapport à l'espace, avaient tendance à voir tout ce qui est modernité, progrès, absence de règles, laisser aller, tout ça c'est dans la ville, c'est loin. Vous vous souvenez, ça n'arrivera pas ici à la campagne. Par contre, nos salafistes, là, ils sont plongés dans cet espace qu'ils associent à leur rapport à soi négatif. Et ça, Yerno aussi en parle dans d'autres textes, c'est-à-dire que, en fait, quand vous avez une vision du monde qui est déclinée entre un pôle positif et un pôle négatif, si vous prenez un élément du pôle négatif et que vous le mettez dans le pôle positif, ça crée une dissonance cognitive chez l'individu. Si vous commencez à dire à quelqu'un qui vous dit « pour être riche, il faut travailler dur », si vous commencez à lui dire « mais en fait, on peut être riche en étant oisif », vous avez créé une dissonance cognitive. Il va vous dire « non, c'est pas possible ». Alors, si vous le mettez dans un milieu où ça se passe comme ça, où constamment sa vision du monde est contredite, ou est mise en danger dans un espace, par exemple, qu'il juge négatif, là, vous créez une tension psycho-affective très très forte. Et donc, moi, je pense que ce qui anime les salafistes, c'est la peur de la contamination. Parce qu'eux, ils ne sont pas comme les ruraux catholiques qui voyaient le mal loin dans la ville. Eux, ils sont au cœur du mal, vous voyez. Donc, peur de la contamination, car plongés en plein cœur de ce qui incarne pour eux les alternatives existentielles, c'est-à-dire le rapport à soi indésirable, c'est-à-dire l'espace occidental. Donc, en fait, avec le salafisme, on a affaire à une déclinaison identitariste de l'islam. Selon les modalités que j'ai présentées jusqu'à maintenant, donc avec cette fameuse sainte trinité de l'islam, de l'arabité et de la pureté, et qui, à mon sens, a des répercussions politiques, c'est sûr et certain. Puisque la dimension identitaire est surinvestie, tous les marqueurs identitaires vont être surinvestis. Donc, forcément, si vous proposez de la marchandise halal à manger, ou par exemple la nourriture halal ou des choses comme ça, évidemment que ça va avoir des répercussions économiques qui vont avoir des répercussions politiques. Il est évident que si à un moment donné, vous interdisez le voile dans tel ou tel lieu ou autre, vous allez avoir des réactions, parce que là, vous allez toucher à une action qui est considérée comme nécessaire à l'accomplissement du rapport à soi positif, et ça peut donner lieu à des contestations et parfois des actions en justice. Donc il y a des répercussions politiques, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, il est dans cette dimension identitariste, identitarisme, j'ai pas parlé de déclinaison identitaire, mais identitarisme que je définis comme étant une construction du rapport à soi par contre-définition à l'autre, et qui va horizontaliser absolument tous les rapports, de façon à ce que finalement, je suis ce que l'autre n'est pas, et je reconnais qui est avec moi et qui n'est pas avec moi à partir d'indicateurs purement extérieurs. C'est ça que j'appelle l'identitarisme. Je ferai peut-être une émission là-dessus. Donc le fond du problème, il va beaucoup plus loin
que, que la simple question politique. Et donc, si j'avais des conseils à donner, je ne sais pas si sur LDC, il y a des décideurs politiques ou des hauts fonctionnaires ou autres, mais si j'avais des conseils à leur donner, je leur dirais de ne pas déjà arrêter de se demander si le salafisme est le vrai islam ou le faux islam, mais plutôt de se demander pourquoi le salafisme marche. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai été très descriptif. J'ai été un petit peu explicatif avec mon idée de contamination, mais je n'ai pas été bien loin, parce que l'heure tourne, vous êtes fatigués, moi aussi, et qu'on s'était mis comme objectif de ne plus faire forcément des émissions très très longues. Et s'ils veulent aller vraiment au fond de la question, pas juste se demander pourquoi le salafisme marche, mais pourquoi ça marche maintenant. Parce que ça n'a pas toujours marché le salafisme, en France et en Belgique en tout cas. Et donc, comme je disais tout à l'heure, réduire la question de l'islam, même de l'islam salafiste politique, ce que vous voulez, enfin l'islam, oui, politique, à sa dimension justement uniquement politique, c'est une réduction abusive et qui a un pouvoir explicatif quasiment nul. Et ça, j'espère qu'on va se le mettre en tête en France. Que simplement dire le vrai islam, c'est de l'islam politique, l'islam, c'est forcément politique, etc., ça n'explique rien, ça ne règle rien. Désolé, je m'énerve un petit peu, mais parce que vraiment, ça me prend la tête. De même, comprendre à un moment donné que derrière les textes que peut-être on a pu étudier pendant 40 ans, il y a aussi des êtres humains. Qu'une religion, c'est d'abord ce que les gens en font. C'est pas uniquement ce que les textes en disent. Parce que de toute façon, derrière le sens d'un texte, il y a toujours le lecteur du texte. Et que les lectures de texte, elles sont biaisées par des biais cognitifs. Elles font le fruit d'interprétations qui passent par nos représentations, par des biais de confirmation, des biais de sélection, des éléments qui ne peuvent pas être passés sous silence. Ça ne suffit pas de dire aux gens, c'est marqué dans les textes, donc ils sont comme ça. Ça aussi, il faut arrêter avec ça. Troisième chose, peut-être comprendre qu'il y a une souffrance identitaire très forte derrière ces dynamiques. Ou plutôt acter le fait qu'il y a une peine identitaire très très forte. Et c'est ça qui fait que très souvent, d'anciens salafistes deviennent des acharnés contre le salafisme parce qu'ils se rendent compte qu'il y a eu arnaque sur la marchandise. Il ne faut pas oublier que quand on souffre identitairement, on a tendance à chercher à se faire du bien. Et très souvent, quand on souffre identitairement, ce qui nous fait du bien, ce sont des discours qui nous rassurent, qui nous élèvent. Je ne suis pas en train de dire qu'on règle les problèmes identitaires ou identitaristes, on n'aura plus de salafisme. Ça serait un autre type de réduction que je m'interdis de faire puisque je viens de le reprocher à des gens qui vont limiter la question aux aspects politiques. Il y a des aspects politiques, il y a des aspects identitaires, il y a des aspects théologiques, il y a aussi d'autres aspects d'ailleurs, des aspects pédagogiques, qui est plus la question qui m'intéresse moi dans mes recherches. Il y a des aspects aussi de questions de rapport à la science. Ça peut sembler peut-être un petit peu décalé par rapport à ce sujet-là, mais je pense sincèrement que le manque de culture, d'histoire des sciences en fait, fait qu'on aboutit à des visions du monde complètement cabossées. Et donc tous ces éléments doivent être pris en compte. Et c'est pour ça que, à titre personnel, je suis favorable à ce qu'on explore un petit peu tous les sous-bassements de ce que je viens d'expliquer ici, mais vraiment formellement, dans un cadre scolaire par exemple. Montrer comment une identité se construit, comment une croyance se construit, comment une opinion se construit. Bon, ça renvoie à une autre émission que j'ai faite, je ne sais pas si elle sera diffusée avant ou après celle-là. Bref, dans tous les cas, je vous félicite et je vous remercie si vous êtes restés jusqu'à maintenant.
Et j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à analyser, réanalyser, euh, contredire, conforter l'une ou l'autre chose qui a pu être dite ici. Je vous salue bien bas et que le débat continue.